Les Camerounais se réveillent ce matin-là en se posant beaucoup de questions. Pourquoi le poste national n'a pas démarré ses émissions? Pourquoi le silence radio? Pourquoi la sirène stridente du palais de l'unité se fait-elle entendre depuis les premières heures de la matinée? Pourquoi s'attire-t-il dans certains coins de la capitale? Pourquoi ce balai de chars et de camions militaires dans les rues? La réponse ne coulait pas de source. Mais tous ces signes inhabituels étaient là pour montrer qu'il s'était passé quelque chose de grave. En fait, le cauchemar commence dans la nuit. Le général de division Pierre Semenge, chef d'état-major des armées depuis le 22 août 1983, est réveillé à 3h50 par le colonel Meka, directeur de la sécurité présidentielle. Au téléphone, le colonel lui dit « Les blindés se dirigent vers la présidence de la République ». En lorgnant à travers la fenêtre de son domicile, le général constate que d'autres blindés se dirigent vers son domicile à lui. Plus de doute, c'est un coup d'État. Pierre Semenge met ses enfants à l'abri, s'habille en tenue de combat et empoigne son arme. Sa femme Denise est au téléphone pour appeler les chefs d'unité que lui indique son époux. Son fils Christophe, 12 ans, garnit les chargeurs en munitions. En dehors des détachements qui s'étaient rendus au palais de l'unité à Itoudé et à la résidence du général Semenge en Guaykele, d'autres étaient chargés de prendre le quartier général, l'aéroport, d'occuper la radio, la station terrienne des Amengoué et d'autres objectifs dans la capitale. Au domicile du général, les deux chars en faction se mettent à arroser le bâtiment avec des obus, tandis que les mutins tirent des rafales avec leurs armes automatiques. Ils disent au général qu'il est fini et lui demandent de se rendre. Lui au téléphone donne des ordres pour que les officiers loyalistes convergent avec leurs troupes à Yaoundé. Pierre Semenge reçoit alors 2 balles au bras droit. Il perd beaucoup de sang. Sa femme Denise fait un garrot avec la ceinture de sa robe. Le domicile est canardé jusqu'au petit matin. Pendant une accalmie, Pierre Semenge appelle un ami et l'informe qu'il est blessé. Vers 7 heures, celui-ci arrive avec son épouse médecin. Les mutins leur concèdent 15 minutes, mais à condition qu'ils ramènent le général à la sortie. Les soins prodigués, le couple ami sort par la porte arrière vers 8h30. La famille du général aussi. Les tirs reprennent vers 9h. Profitant d'un moment d'inattention des mutins, Pierre Semenge sort de la souricière de son domicile. Un jeune homme réquisitionné dans la concession voisine le conduit chez une amie face à l'ancien aéroport. Le général a voyagé dans la malle arrière de la petite voiture. De là, grâce au fils de son ami envoyé en éclaireur, il saura quel était le dispositif des mutins à l'aéroport. Par un chemin tortueux, le général se fait conduire sur la rue de Mbalmayou à 11h. Accueil chaleureux des populations. C'est d'ailleurs elles qui, faisant le guet sur la route, vont l'avertir de l'arrivée d'une colonne à 13h30. C'est le colonel Eborotitus, parti de Bolova à la tête de plus de 200 hommes. Le général assigne au colonel la mission de reprendre l'aéroport et de le sécuriser. Lui-même prend la direction de l'état-major de crise, constitué autour de Gilbert Ndjetchungi, ministre d'État chargé des forces armées au camp de l'unité. Avant l'arrivée du général ici, 2 coups de main avaient déjà permis de libérer l'entrée de l'école de police et d'y récupérer des armes par le colonel Man et le commissaire divisionnaire Ndongonkwa. Ensuite, de libérer le quartier général et accéder aux armes et munitions par le colonel Samobo et des officiers. Pierre Semenge n'était même pas encore arrivé au PC de crise que le colonel Eboro lui annonce déjà la reprise de l'aéroport. Pendant ce temps, la radio a repris ses émissions sous le contrôle des mutins. La radio joue de la musique militaire. La question que tout le monde se pose au sujet de l'identité des mutins va trouver réponse à 13h. Les mutins vont diffuser un message où ils se présentent comme des jeunes officiers et sous-officiers regroupés au sein du mouvement JOS. Ils ont mis sur pied un conseil militaire supérieur et suspendu toutes les institutions. Mais en fin de matinée déjà, on savait que c'est une faction de la garde républicaine qui s'était mutinée. Sur les radios internationales, les informations sont confuses sur le sort du président Paul Biya. Dans l'après-midi, le général Pierre Semenge et son état-major passent à l'attaque. Le colonel Samobo reprend la radio à 15h. Quand celle-ci se met à diffuser de la musique patriotique, les populations comprennent que le putsch a échoué. Dans la suite des actions, le colonel Mambou prend le commandement du détachement du génie à la station terrienne de Zamengoué. À 19h, des parachutistes sautent en Colbison. C'est un détachement du génie commandé par le colonel Benéem Peke et qui avait pour mission de se positionner aux abords du palais de l'unité côté Montfébé. Le détachement du colonel Nguyen venu de Berthois devait tendre des embuscades pour neutraliser tout fugitif du palais. Dans la nuit, les parachutistes de Koutaba sont allés sauter en Banjok avec à leur tête le colonel Mbombak. Des camions réquisitionnés de la SOSU Kam les amènent à Yaoundé.
Ce sont eux qui prendront le camp Yeyab le lendemain samedi avec l'appui de l'aviation. Ce samedi 7 avril aussi, entre 8h et 9h, les hommes du colonel Benaye, appuyés par des hélicoptères, reprennent le palais de l'unité. Le président Paul Biya va donc sortir de là où il était sous la garde de 7 hommes, dont le capitaine Ivo de Sancio et le maréchal de logis-chef Olong Etienne. Le président de la République va s'adresser à la nation à 19h à la sortie de cette épreuve. Le camp Yeyap et le camp d'Obili seront les derniers objectifs libérés ce samedi 7 avril. Une épreuve peut vous changer un homme et le 6 avril, qui est pour beaucoup l'aboutissement des rumeurs et de l'agitation de 1983, constitue sans doute le tournant du pouvoir de Paul Biya.